Midnight Resistance, sorti en 1989, est un jeu d'action de type run and gun en vue de profil, développé et commercialisé par Data East. Ce titre se déroule dans un futur dystopique où le joueur incarne un membre d'un mouvement de résistance partant sauver sa famille kidnappée par, semble-t-il, un savant fou, même si le Wikipédia anglais parle d'un baron de la drogue. Bref, on s'en fout, vous êtes sur Old School is Beautiful, et on va défourailler, quoi qu'il arrive, tout ce qui se pointe devant notre nez. Ceux qui ont connu le jeu en arcade ont dû tilter sur un détail qui n'en est pas vraiment un. En effet, la borne d'arcade de Midnight Resistance possède une caractéristique technique qui la démarque. Un joystick rotatif similaire à celui utilisé dans Ikari Warriors. En plus des traditionnels boutons de tir et de saut, ce joystick permettait au joueur d'ajuster son tir dans 8 directions différentes en tournant la manette dans le sens horaire ou anti-horaire. Cette mécanique innovante offrait la possibilité de maintenir une direction de tir tout en se déplaçant dans une autre, même en rampant ou en sautant. Du strafing quoi. Une sorte de twin stick shooter avant l'heure et surtout le genre de chose qui ne va pas simplifier le développement des versions machines de salon ou même émulées. Parce qu'en plus, comme on l'a dit, de ce stick rotatif, le jeu utilise 2 boutons pour tirer et sauter. Le gameplay repose sur un système de power-up original. Les joueurs peuvent récupérer jusqu'à 6 clés en éliminant certains ennemis, puis les utiliser à la fin de chaque niveau dans une salle spéciale pour acquérir des armes et des équipements spéciaux. L'arsenal comprend plusieurs armes spéciales, comme le Full Auto, une sorte de fusil entièrement automatique, le Shotgun Fire, qui est en fait un lance-flamme, le Freeway et le Super Power-Up, qui augmente la puissance de n'importe quelle arme. Des armes de sac à dos sont également disponibles, incluant des missiles à tête chercheuse et une barrière circulaire protectrice. A noter que la borne permettait également à 2 joueurs de s'aventurer simultanément dans cette quête contre les forces du mal. Commençons l'exploration des portages de Midnight Resistance avec la version Evercade, qui est sans surprise la plus fidèle à l'arcade. Et pour cause, il s'agit simplement d'un émulateur de la ROM originale, sauf que, comme mentionné plus haut, elle souffre d'un problème majeur. Les consoles Evercade, tout comme le bar top, Evercade Alpha, ne disposent pas de rotary stick. Résultat, pour faire pivoter votre personnage et donc orienter ses tirs, il faut utiliser les gâchettes droite et gauche. Un choix qui manque clairement de naturel. Pire encore, sur l'Evercade Alpha, c'est encore plus laborieux. Au lieu des gâchettes, il faut jongler avec 4 boutons pour tirer, sauter et changer la direction de tir du personnage. Quel que soit le mapping choisi, la prise en main reste contre-intuitive. Cette version aurait pu être idéale pour redécouvrir le jeu, mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas. La version Mega Drive de Midnight Resistance a été développée par Data East en collaboration avec les studios japonais Isco et Opera House. Elle fut éditée par Data East en 1991 au Japon, marquant ainsi le premier jeu de la compagnie sur cette console. Sega s'est chargé de la distribution en Amérique du Nord la même année. Cette conversion est relativement fidèle à l'original, mais présente une différence majeure, l'absence du mode 2 joueurs, ce qui est un petit peu dommage. Pour pallier le manque de joystick rotatif sur la manette Mega Drive, 2 schémas de contrôle ont été implémentés. Le contrôle A utilise la croix directionnelle pour viser, avec la possibilité de verrouiller la position de l'arme en maintenant un bouton. Bref, du strafing à l'ancienne bien efficace. Ou le contrôle B, qui tire continuellement dans une direction précise avec rotation possible de la direction de tir. L'histoire a été légèrement développée dans cette version. Le protagoniste, Johnny Ford, ou Daishi Madoka dans la version japonaise, est membre d'un groupe opérationnel qui démantèle les cartels de drogue en Amérique du Sud. Son père, Malcolm Ford, travaille sur un sérum permettant aux gens de briser leur dépendance aux stupéfiants. Le cartel dirigé par King Crimson kidnappe sa famille entière, forçant Johnny à agir seul. Oui, parce que sinon elle aurait très certainement amené sa femme et ses enfants, bien entendu. A noter que selon les critiques, la version Mega Drive propose la meilleure bande sonore parmi toutes les conversions 16 bits. Personnellement, je trouve cette version plutôt agréable à jouer, même si les contrôles ne sont pas totalement parfaits. Il est parfois compliqué de tirer dans une direction sans s'en mêler les pinceaux. C'est une version bien plus agréable à jouer qu'une version émulée, en tout cas non adaptée au contrôle. La conversion sur Commodore 64 est considérée par certains comme l'un des meilleurs jeux du genre sur cette plateforme. Elle se distingue par des graphismes et des animations très fluides, tant pour les personnages jouables que pour les ennemis. Les effets visuels comme les secousses d'écran ajoutent à l'immersion. Sur le plan sonore, le SID reproduit fidèlement les mélodies originales, bien que le joueur doive malheureusement choisir entre musique et effets sonores pendant le jeu.
Concernant le gameplay, les développeurs ont réussi l'exploit d'adapter la méthode de contrôle inhabituelle de l'arcade au joystick à un bouton unique sur Commodore 64. Cependant, cette conversion présente plusieurs limitations. Impossibilité de maintenir la direction de tir tout en se déplaçant dans une direction, adieu le strafing quoi, et le mode de joueur est absent. Le jeu complet sur Commodore comprend 9 niveaux. Petit regret, pas de voiture qui vous accompagne pour écraser les ennemis au début du premier niveau, alors que dans les autres versions 8 bits, elle est présente. Mais à quel prix eh bien, c'est ce qu'on va voir. Parce que si la voiture est bien présente dans cette version ZX Spectrum, et que j'adore le style graphique du jeu, avec les personnages bien définis avec un contour pour améliorer la visibilité du jeu, et même en cas de color clash, eh bien, ça rame. Mais alors c'est d'une lenteur atroce, malgré le scrolling par à-coup qui permettait certainement de gagner des cycles CPU pour ne pas trop faire ralentir le jeu. Et votre pire ennemi c'est lui, ce scrolling. Je ne compte plus le nombre de fois où un ennemi m'est tombé dessus au bout de l'écran juste après avoir déclenché ce foutu scrolling. C'est fort dommage parce qu'encore une fois les contrôles ont plutôt bien été adaptés et que malgré ses défauts le portage était honnête pour l'époque. En tout cas, ceux qui avaient acheté le jeu n'ont pas dû trop se sentir lésés. La difficulté due à la technique, et donc ici à cause du scrolling, était quelque chose de classique à l'époque, cela n'a pas dû choquer plus que cela. Par contre aujourd'hui, c'est clairement frustrant. Le portage sur Amstrad CPC ressemble techniquement à la version ZX Spectrum, ou est-ce l'inverse d'ailleurs? Est-ce que c'est la version ZX Spectrum qui ressemble à l'Amstrad? Je ne saurais dire. Par contre, si vous trouviez la version ZX Spectrum lente, ici c'est un véritable slideshow, hein. Alors non, laissez vos mains au-dessus de la table, hein. Je sais que lorsque j'évoque le mot slideshow, pour certains d'entre nous, ça rappelle de bons souvenirs, mais ici, il n'y a rien de sexy, hein. Et pourtant, le jeu semble avoir eu de bons retours à l'époque, malgré la petite fenêtre d'affichage, les animations légèrement saccadées, moi j'appelle ça un euphémisme, et une palette de couleurs limitée, double euphémisme ici, hein, parce que là j'aurais même du mal à mettre un S à la couleur. Une bonne conversion pour l'Amstrad CPC à l'époque, semble-t-il. On jouera une autre version si on veut découvrir le jeu aujourd'hui, ça c'est sûr. La version Amiga offre des graphismes corrects, qui reproduisent l'aspect visuel de l'arcade. Mais alors, qu'est-ce qu'ils sont ternes et sombres! Je ne sais pas qui a réglé la luminosité ou fait la palette de couleurs sur ce jeu, mais on a l'impression d'avoir des lunettes de soleil sur le nez en permanence. Déjà à l'époque, ça m'avait frappé, mais alors aujourd'hui encore plus, hein. Par contre, la bande-son, on en parle. Qui a embauché les joueurs de flûte de Pan de la braderie de Lille pour faire la bande-son? Ah bon, j'avoue, moi je l'aimais bien cette bande-son quand j'étais gamin, ça m'avait pas vraiment choqué. Par contre, clairement aujourd'hui, avec ce comparatif, c'est plutôt bizarre d'entendre ça. Sinon, côté gameplay, c'est du tout bon, preuve que les rotaristiques de l'arcade ne servaient pas à grand chose, hein. Alors bien sûr, le clavier sert pour les armes secondaires, et c'est toujours un peu chiant de devoir lâcher la manette en jeu, mais ça passe globalement. Et puis avec l'émulation, il doit y avoir un moyen de mapper ça sur un autre bouton de la manette, hein. À part ces dégueulasses couleurs sombres, j'aurais presque tendance à dire que ce portage est supérieur à l'arcade. Ouais, carrément, hein. En tout cas, si on ne possède pas la borne et les sticks Rotary à la maison. Ce qui est cool avec les critiques des versions Atari, c'est qu'il suffit de faire un copier-coller de la version Amiga et de préciser tout ce qui va pas par rapport à cette version Amiga, tout ce qui a été downgradé. Alors pour cette version Atari ST, vous enlevez le scrolling continu sans accroc de la version Amiga, ce qui est vraiment une trop bonne idée de merde, hein, sur ce coup-là. Ne pas voir les ennemis arriver, c'est toujours aussi génial, même si c'est pas aussi frustrant que les versions ZX ou CPC. Vous enlevez bien sûr le mode de joueur, et faites avaler les flûtes de Pan aux musiciens qui se contenteront de péter dans un micro pour faire sonner les uniques bruitages du jeu. Certains vont encore me traiter de méchant, d'avoir mauvais goût ou d'être trop sévère, ça s'appelle juste être réaliste. Alors à quelle version de Midnight Resistance jouons en 2025 ? Eh bien contre toute attente, pas la version arcade, hein. Nos contrôleurs ne sont clairement pas faits pour émuler un Rotary Stick, à moins d'avoir une ROM patchée pour fonctionner en Twin Stick Shooter, et que le stick secondaire nous amène immédiatement dans la direction voulue, c'est totalement injouable. Personnellement, j'ai beaucoup aimé la version Mega Drive, pas parfaite soit, mais jouable avec un petit temps d'adaptation. La version Amiga se paye le luxe d'être bien mieux que l'arcade pour nos contrôleurs, mais possède un défaut majeur, cette foutue palette de couleurs ignoble, qui pourrait peut-être être corrigée car, de ce que j'ai trouvé sur le net, il se pourrait que ça soit un bug de la version qui a été dupliquée à la vente. Puis mention spéciale à la version Commodore 64, parfaitement fluide, bien animée, jouable, que je vous conseillerais,
pour la curiosité. Alors merci d'avoir regardé ce comparatif jusqu'au bout. Je ne prendrai pas en compte dans les commentaires les pleurs des possesseurs de machines des versions que j'ai critiquées, parce que j'en ai rien à foutre. Mais n'hésitez pas à commenter, ça fera quand même du bien à l'algorithme YouTube. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt sur Old School is Beautiful. Ciao, bye bye.